Yves Gonzette est entomologiste, il étudie les insectes et il est aussi directeur de la cartographie de la faune et de la flore suisse. La biodiversité est au cœur de ses préoccupations. On est vraiment dans une logique d'extinction de masse, je dirais. On a une diminution extrêmement forte de la biodiversité et de la biomasse d'insectes, par exemple. Donc c'est une catastrophe générale et c'est une catastrophe extrêmement rapide. Est-ce qu'on peut parler d'effondrement ? On peut parler d'effondrement. Et en fait, ce qui serait intéressant, en qualité d'entomologiste, il y a une étude qui est sortie en 2017 qui a fait l'effet d'une bombe. C'est l'étude qui a été faite en Allemagne. Parce qu'en fait, elle mettait un chiffre sur une impression qu'on avait. Et on était absolument sûr qu'il y avait une baisse. Mais les résultats de cette étude dépassent les pires pronostics. 75% de la biomasse des insectes volants a disparu en 30 ans dans les plaines agricoles. Vous avez bien entendu, on parle des 3/4 du poids des insectes. Et la situation en Suisse est la même. Pour la communauté scientifique, la cause principale sur ces 30 dernières années ne fait aucun doute. C'est clair que l'utilisation massive des pesticides a eu un effet drastique et dramatique sur la biodiversité. Quand les insectes sont attaqués, si vous voulez, la biomasse d'insectes est attaquée, c'est toute la pyramide écologique qui s'effondre, c'est tous les vertébrés, c'est les oiseaux, c'est les amphibiens, c'est les reptiles, c'est les mammifères même, puisqu'il y a 50% de mammifères qui se nourrissent d'insectes, par exemple, les chauves-souris, les musaraignes. Donc si cette partie de la biodiversité disparaît, c'est toute la pyramide écologique qui est menacée. Donc c'est nous qui sommes menacés quelque part, parce qu'on est au sommet. En Valais, se plaindre des pesticides dans le pays du vin et de la chimie, c'est toucher à un tabou. La journaliste du Nouvelliste, Marie Parvet, en a fait l'expérience quand elle a enquêté l'an dernier sur les nuisances des pesticides pour les riverains. À son grand étonnement, ils ont été très nombreux à répondre à son appel à témoins, à condition qu'ils restent anonymisés. La majorité des réactions, c'était des riverains qui étaient extrêmement soulagés. Et ça fait des années que j'ai ces problèmes, jamais j'avais su que j'étais pas seule, j'ai jamais su à qui en parler. Les fois où j'ai essayé d'en parler, j'ai pas été entendue, mon médecin m'a pas entendue. Et c'est un soulagement immense de voir qu'enfin quelqu'un fait ça. Merci, merci, merci. Et ce qui était très sidérant pour moi, c'était qu'ils avaient presque tous les mêmes mots pour décrire les mêmes symptômes. Ça, pour moi, c'était très choquant. Comme ça, à première vue, quand on reçoit les témoignages, qu'on les lit, ça donne vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de commun. Si je ne ferme pas les fenêtres immédiatement, j'ai les yeux qui brûlent. Et ça peut durer jusqu'au lendemain. J'ai la gorge qui racle, le nez qui coule, la tête qui tourne et un goût bizarre dans la bouche. Ma petite fille a eu quelquefois des nausées et des malaises les jours de traitement. Nous avons retrouvé une des témoins du Nouvelliste. À Savièse, sa maison est entourée de vignes. Les jours de sulfatage, Corinne nous décrit les réactions physiques dont elle est victime. J'ai été très surprise de faire de l'asthme parce que je n'avais jamais fait de ma vie. Et là, on a vraiment trouvé cause à effet avec le médecin généraliste parce que c'était vraiment pile dans les mois de sulfatage. Et le reste de l'année, même l'hiver, je n'ai pas du tout d'asthme. Et là, la période avril, août, je fais de l'asthme. Et alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie des traitements, du Ventolin. Et puis là, j'ai découvert depuis quelques années des piqûres de cortisone. Comme ça me fout vraiment la paix. Et puis, si vraiment c'est le jour du sulfatage, très proche, le soir, je ne profite pas de la terrasse. Je reste dans la maison. Là, j'ai pris depuis sur notre balcon. Et c'est tôt le matin ? Oui. Oui, en général, ils viennent vers 7h, comme ça, 6h30, 7h. Ouais. L'hélicoptère, quand il sulfatait, il arrivait comme ça, et c'était tôt le matin. Donc on n'avait pas le temps. On n'était pas prévenus et nous n'avions pas le temps de fermer les vitres
Alors moi, ça me faisait sauter du lit pour fermer la première fenêtre. Mais souvent, je n'arrivais pas à fermer la deuxième et je me prenais le sulfate en plein. Et vous aviez quelle réaction Vomissements, nausées, c'était des quintes de toux, c'était du rhume, c'était vraiment du complet. Et ça durait 3 jours. Mais les vomissements étaient vraiment étaient immédiats. Jacqueline adorait son appartement de Chamozon, situé dans la plus grande commune viticole de la région. Mais ses symptômes étaient tels qu'elle a dû se résoudre à partir. Maintenant que nous avons déménagé au bord du lac, il n'y a plus ce problème. Et puis quand il ne sulfatait pas, je n'avais pas le problème. J'avais rien, j'avais aucun des symptômes. L'enquête de Marie Parvé du Nouvelliste a commencé ici, à Miège, sur cette place de jeu, où elle a relevé des traces de pesticides sur les balançoires. Moi, ce que je trouve le plus étonnant, c'est comment est-ce qu'on peut imaginer une place de jeu aussi proche des vignes, finalement, et puis des problèmes des pesticides. Comment c'est possible? Parce que le président de la commune m'a répondu qu'en fait, ça ne les avait pas effleurés que c'était un problème. Eux, ils ont grandi avec les traitements, ils ont grandi avec des parents qui étaient vignerons, qui demandaient aux enfants d'aller aider à la vigne, et du coup, ils n'ont pas... Ça va de soi. Ça ne les a pas effleurés que c'était peut-être difficile. Et en fait, c'est difficile pour les enfants qui s'en aperçoivent pas trop, mais c'est aussi difficile pour le vigneron. Donc en fait, la santé des enfants, ils n'ont même pas imaginé que ça puisse être une question. On ne parle pas tellement des questions de riverains, de santé des personnes. Et on parle de l'eau potable, de la mort des insectes, de ces choses-là. Mais tout ce qui est santé humaine et pesticides, en Suisse, on en parle très très peu. Il y a les enfants qui jouent dans la vigne. Ah oui, ça, ils font tout le temps, ils sont tout le temps dans la vigne, les enfants. Ça, par exemple, je laisse pas mes enfants faire. Ramasser le bois qui est dans la vigne, ils n'ont pas le droit. Ils ont le droit de jouer avec tous les bois de la forêt, mais le bois de la vigne, non. Dans le monde agricole, vous voyez beaucoup de gens qui considèrent comme normal d'avoir des symptômes respiratoires, ou d'avoir des céphalées, ou d'avoir d'autres problèmes de santé après l'utilisation de divers produits. Et c'est cette normalité qui est étonnante pour nous. C'est de voir arriver des gens avec des maladies respiratoires avancées qui ne font pas la relation entre l'exposition aux pesticides qu'ils ont eue et leur maladie respiratoire, par exemple. En Suisse, il n'existe aucune étude épidémiologique du lien entre pesticides et santé. Mais Pierre-Olivier Bridevaux, professeur de pneumologie, souligne que celles réalisées notamment en France dans le Bordelais ou en Californie sont très claires. Ainsi, rhume chronique et asthme peuvent être la conséquence d'une exposition aux pesticides. Une immense majorité de ces études, plus de 70% d'entre elles, vont dans le même sens. C'est-à-dire que l'association existe. L'exposition aux pesticides s'associe à des problèmes de santé respiratoire. Ce qui veut dire que les personnes exposées, les enfants en l'occurrence, ont 3 fois plus de chances de développer un problème respiratoire que ceux qui ne sont pas exposés. Inspirez à fond. Encore. Soufflez. Les études existent. Pourtant, beaucoup mettent toujours en doute ces liens. Ça ne vous rappelle rien ? Expirez. Eh bien, comment, pendant des décennies, les dangers de l'amiante ou du tabac faisaient débat ? Au début de l'épidémie de tabac, dans les années 50, le même type d'argument était servi. C'est-à-dire qu'on n'a aucune preuve que le tabagisme cause le cancer du poumon. Et vous aviez certains médecins qui disaient « oui, mais on n'a pas d'essais randomisés, on n'a pas d'essais contrôlés qui nous prouvent que le tabac cause le cancer du poumon ». Donc le discours sur l'innocuité des pesticides, ou plutôt l'absence de danger des pesticides en rapport avec la santé respiratoire ou d'autres problèmes de santé, il est du même ordre. On est dans le même type de relation entre une exposition et un effet de santé. Il n'est pas direct. C'est pas une balle dans la tête, un pesticide. Comme pour le tabac, les effets les plus sérieux ne sont pas immédiats. Ils apparaissent des années après, parfois même des décennies plus tard. Une problématique ignorée en Suisse. Nous sommes donc allés en France.
La pulvérisation, moi j'ai dû commencer à 18 ans. Hein. Et bien entendu, pour produire du vin, pour protéger une récolte et tout, on est obligé d'employer des produits phytosanitaires. Donc j'ai employé ça pendant 40 ans. Pour nous, c'était une routine. Et la rançon de ces 40 années de travail, cancer du sang. Jean-Pierre Lassalle est gravement malade. En France, son myélome, c'est-à-dire son cancer du sang, a été reconnu comme maladie professionnelle. Aujourd'hui, ses 40 ans de sulfatage lui laissent un goût amer. Par rapport à l'utilisation, on peut dire qu'on a été trompé. On a été trompé, on nous a menti là-dessus, que les produits n'étaient pas dangereux. Mais ceux qui nous ont, incités et produits, il faut qu'ils prennent conscience aujourd'hui qu'ils ont une responsabilité par rapport à des gens qui l'ont utilisé et qui en sont malades. Certains en sont morts. Vous êtes en colère? Non. Pour moi, c'est pas de la colère, c'est plutôt, je dirais, c'est autre chose, c'est plutôt du dégoût. Parce que la colère, donc, ça sert à rien. Donc, par contre, le dégoût, c'est que c'était pas anodin. Les produits sont pas anodins. Pourquoi vous utilisez toujours le mot produit phytosanitaire et vous ne dites pas pesticide? C'est comme si on disait un médicament, à la limite. Un produit phytosanitaire égale médicament. Au lieu de dire quoi? Poison. Ça fait une grande différence. Ah oui, oui. Mais là, on joue sur les mots, mais les mots... et c'est difficile de parler de poison. Laboratoire de recherche à Toulouse, la toxicologue Laurence Huck est une spécialiste des liens entre cancer et produits chimiques. Elle est également la coordinatrice d'un réseau qui regroupe 16 laboratoires et 50 scientifiques travaillant sur les dangers des pesticides. Alors, au niveau de mon laboratoire, j'étudie particulièrement comment des polluants, dont les pesticides, vont transformer une cellule qui est normale et comment elle va devenir cancéreuse. En 2013 déjà, l'organisme officiel français sur les questions médicales, INSERM, publie la première étude Agrican pour agriculture et cancer. Cette enquête, basée sur une cohorte de plus de 150 000 personnes, marque un tournant décisif dans la confirmation du lien entre pesticides et certains cancers. Déjà au niveau des études épidémiologiques, c'est-à-dire qu'on va observer des personnes qui sont exposées aux pesticides et regarder si elles ont plus de cancer. Au niveau des professions agricoles, donc des personnes qui manipulent directement les pesticides, on note des augmentations de cancers, les cancers du sang, lymphome, leucémie, myélome, mais aussi le cancer de la prostate. On a par exemple une étude réalisée dans la cohorte Agrican qui montre justement ces surincidences qui sont ici en rouge. Surincidence, c'est-à-dire les cancers qui sont plus fréquents chez les agriculteurs que dans la population générale. Est-ce qu'il y a des études concernant les riverains? Alors au niveau des études sur les riverains, effectivement, il y a des preuves assez fortes entre exposition aux pesticides et cancer pédiatrique, c'est-à-dire des cancers qui vont toucher les enfants de moins de 15 ans. Et il y a des études qui sont maintenant de plus de 20 ans, on a du recul là-dessus, où on sait que des enfants qui vont vivre à proximité d'exploitations agricoles vont avoir plus de cancers, des cancers du sang et aussi des cancers du cerveau. Les enfants sont atteints de cancers inédits. C'est ce que révèlent les récents résultats internationaux à partir de la revue systématique de la littérature. Fort de cette accumulation d'évidences scientifiques du lien entre utilisation de pesticides et cancer, les victimes se sont regroupées. L'avocat parisien François Laforgue les défend. Nous sommes sollicités toutes les semaines par des victimes de pesticides. Donc il y a manifestement un problème de santé publique majeur. Et donc, on a, au fil des ans, réussi à briser cette omerta qui existait en France. Et cette réticence des agriculteurs à porter leur affaire devant les tribunaux pour faire reconnaître le lien entre leur maladie et l'utilisation des pesticides. Pour cela, il a fallu que les agriculteurs prennent conscience qu'ils étaient des victimes de ce système et qu'ils n'étaient pas responsables de ce système de l'utilisation des pesticides.
Donc une fois que cela a été rendu possible, bien, on a pu, de façon massive, porter les affaires devant les tribunaux et obtenir ces reconnaissances du lien. Le combat a été long, mais aujourd'hui ils sont plusieurs centaines à être reconnus victimes d'une maladie professionnelle en lien avec les pesticides. Désormais, pour obtenir une telle reconnaissance dans le cas de certains cancers ou de la maladie de Parkinson, le système est très simple. Vous pouvez bénéficier d'une présomption de causalité si la maladie figure dans un tableau. Ici, vous voyez le tableau 59. Vous avez les hémopathies malignes, donc ces maladies du sang, provoquées par les pesticides. Si vous êtes atteint d'un lymphome ou d'un myélome multiple, par exemple, prenons l'exemple du myélome multiple, et que vous avez travaillé 10 ans en contact des pesticides, vous avez contracté la maladie de moins de 10 ans après l'exposition, c'est suffisant pour faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie. Tout simple. Et alors, en Suisse, vous avez regardé la législation, ça ne semble pas aussi simple. En Suisse, manifestement, ça ne me paraît pas aussi simple, parce que vous voyez, on nous parle de preuves que la maladie a été causée exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. Donc là c'est un parcours du combattant. Hein. Là, c'est sûr qu'il est peu probable qu'on obtienne facilement la reconnaissance de maladie professionnelle, y compris pour des maladies pour lesquelles nous l'obtenons assez facilement en France, type hémopathie ou maladie de Parkinson ou autre. Donc, en Suisse, aucune maladie professionnelle n'est reconnue liée aux pesticides. Pourtant, les agriculteurs suisses utilisent plutôt plus de pesticides qu'en France ou qu'en Allemagne. En Suisse, 4,9 kg par hectare. En France, 4,5 kg par hectare. En Allemagne, 3,8 kg par hectare. Malgré une légère baisse ces 10 dernières années, le chiffre total des pesticides utilisés en Suisse représente toujours près de 2000 tonnes par année. La diminution est moindre que dans d'autres pays européens. Il y a 3 grandes familles de pesticides. Les herbicides pour tuer les herbes, les fongicides pour tuer les champignons et les insecticides pour tuer les insectes. Et nous allons vous présenter un exemple de chaque qui a défrayé la chronique. Un fongicide qui a contaminé l'eau, une famille d'insecticides qui a décimé les abeilles et le numéro 1 mondial des herbicides, le glyphosate de Bayer-Monsanto. La question qu'on se pose tous, est-ce qu'on peut s'en passer? Nous avons donc été à la rencontre des agriculteurs. Pour la majorité d'entre eux, la question de leur propre santé semble très loin de leurs préoccupations. Et de bonne foi, comme Nicolas Vincent, ils utilisent des pesticides de synthèse en respectant scrupuleusement les normes fédérales. En toute transparence, il nous présente sa pharmacie. Alors la particularité de cette pièce, c'est clair que c'est notre lieu de stockage de tous les produits phytosanitaires qui sont utilisés sur la ferme. Aussi bien pour la viticulture, pour les céréales, pour les pommes de terre, pour les betteraves, pour le maïs et pour le colza. Et alors, quel type de pesticides vous avez dans cette pièce ? Alors, j'aime pas qu'on utilise le mot pesticide. Chez nous, on utilise des produits phytosanitaires. Les produits phytosanitaires sont là pour protéger les plantes contre les champignons avec les fongicides, contre les mauvaises herbes avec les herbicides et contre les ravageurs avec les insecticides. Et le fameux glyphosate ? Et du glyphosate ici, donc qu'on peut voir ici. Voilà. Donc c'est le glyphosate qu'on met justement dans les vignes, bien ciblé sous le rang. Sous le rang, ça veut dire qu'on met cet herbicide total au pied des ceps. Ça tue toutes les herbes, mais pas la vigne. C'est la pratique dans la plupart des vignobles suisses. Est-ce que c'est pas paradoxal quand vous voyez l'herbe mourir comme ça vous questionne pas sur les conséquences pour la terre ? Alors, je pense que ça nous questionne toujours. Mais en fait, aujourd'hui, je pense qu'on a une méthode d'application qui est au meilleur possible. Les techniques vont encore évoluer, mais aujourd'hui, se passer de produits phytosanitaires dans notre métier, c'est compliqué. C'est très compliqué. Compliqué, mais pas impossible.
Viticulteur à Auvergnat, Jean-Denis Perrochet s'est converti au bio et travaille sans pesticides de synthèse. Un peu plus cher, mais il s'agit pour lui d'un investissement à long terme. Depuis 13 ans, il a remplacé le glyphosate par des moyens mécaniques. Ce qui nous ennuie, c'est ces touffes d'herbe qu'il y a autour du tronc, qui poussent après dans la végétation de la vigne, qui nous dérange. Alors avec la machine, on enlève pas mal de ces touffes d'herbe. On ne peut pas aller trop près du tronc avec le soc de la machine, ça on blesse la vigne. Mais quel est l'intérêt? Est-ce que ça ne serait pas beaucoup plus simple et ça utiliserait moins de main-d'œuvre de le faire avec du glyphosate? Ah ben naturellement, ça on l'a fait pendant quelques années. Mais quand on sait que le glyphosate est un antibiotique qui tue toutes les bactéries et les champignons, on se dit que c'est peut-être le moment qu'on arrête de l'utiliser. Pourquoi? Parce que ça tue le sol. Ça tue la vie du sol, ça tue la fertilité du sol. On tue son outil de travail en utilisant ces produits, donc c'est pas très logique. Pas très logique, d'autant plus que l'OMS et son Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, ont déclaré le glyphosate cancérigène probable pour l'homme en 2015. Composé de scientifiques indépendants, le CIRC n'a cependant qu'un avis consultatif. À l'inverse, l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité alimentaire, qui, elle, décide de l'homologation des pesticides ou de leur retrait, n'a pas suivi l'OMS sur la cancérogénicité du glyphosate. La Suisse, en général, s'aligne sur l'EFSA. Mais comment comprendre ce décalage entre l'OMS et les agences de réglementation? L'Office fédéral responsable nous explique comment ils se basent tous sur les études effectuées par les fabricants. En fait, c'est la réglementation qui veut ça. Vous demandez toujours aux fabricants de démontrer l'innocuité de son produit. C'est ni à l'acheteur ni au consommateur de démontrer que le produit est sûr. C'est aux fabricants. C'est pour ça que, en fait, ce sont les fabricants qui réalisent ces études. Mais est-ce que ce n'est pas étonnant? Les firmes sont jugées parties. On pourrait avoir l'impression que la Confédération privilégie finalement les producteurs de pesticides plutôt que la santé. Non, on privilégie uniquement les faits. Soit on peut démontrer qu'il n'y a pas de danger à utiliser dans un cadre donné un produit phytosanitaire, ce produit peut être mis sur le marché, soit il est restreint ou interdit. Eh bien, pas si simple. Parfois, les faits se contredisent. Et c'est souvent le cas entre les études indépendantes et les études des fabricants. Décryptage. 3/4 des études payées par les firmes vont conclure à la non-génotoxicité du glyphosate, alors que celles qui sont produites indépendamment des firmes vont avoir des conclusions opposées. Cela est extrêmement gênant puisque finalement ça met à mal les preuves qui sont apportées par la littérature scientifique. Mais alors comment expliquer ça? Il y a deux sciences, il y a deux types de scientifiques? Alors je vous dirais qu'il n'y a pas deux sciences, il y a un décalage entre la connaissance produite en laboratoire et celle qui va être prise en compte au niveau des agences réglementaires. C'est une science qui ne répond pas aux standards de la science académique. Pour moi, c'est un fossé. On appelle ça le fossé réglementaire. Ce fossé réglementaire permet aux fabricants de retarder de 10, 20 ou 30 ans l'interdiction de leurs produits parce qu'ils ont retardé l'émergence de la connaissance. Gagner du temps, c'est leur but. Cette stratégie, Stéphane Foucard la connaît bien. Journaliste scientifique au Monde, c'est lui qui a épluché les Monsanto Papers, du nom du fabricant du Roundup à base de glyphosate, dont c'est le produit phare. Des milliers de documents internes ont été déclassifiés par la justice américaine. Il révèle au grand jour les craintes de la firme sur les dangers du glyphosate. Ce qu'on voit, c'est que dès la fin des années 90, et probablement avant, les toxicologues de Monsanto ont déjà des doutes sur la génotoxicité, la toxicité pour l'ADN du glyphosate. On voit qu'ils commandent des avis extérieurs à des chercheurs qui leur répondent que leur produit est effectivement génotoxique. Et on voit dans ces Monsanto Papers toute la réaction de Monsanto qui est aussi beaucoup une réaction de déni, c'est-à-dire on ne veut pas continuer à investiguer ce problème. En gros, on laisse le problème sous le tapis. Ils ont mis cette information explosive sous le tapis.
Une manière de retarder la connaissance et donc l'interdiction. Ça ne vous rappelle rien ? L'industrie du tabac avait adopté cette même stratégie. Dans les années 50, l'industrie du tabac a théorisé toute une façon d'intervenir dans le débat public et dans la littérature scientifique pour créer du doute, pour créer du trouble, pour brouiller les pistes, pour créer de la controverse, qui permettent de diluer la perception du risque de la cigarette, créer un nuage de fumée autour des problèmes que peut rencontrer votre produit. Souvenez-vous, il y a 30 ans, les procès retentissants et les mensonges des dirigeants des principaux cigarettiers devant le Congrès américain. Sous serment, ils affirment tous « La nicotine n'est pas addictive ». Yes or no? Do you believe nicotine is not addictive? I believe nicotine is not addictive, yes. I believe nicotine is not addictive. Or, ils l'ont su avant tout le monde. Et les preuves abondent grâce aux Tobacco Papers déclassifiés par la justice américaine suite à ce procès. En voici une des nombreuses preuves. Très peu de consommateurs sont conscients des effets de la nicotine, à savoir sa nature addictive et le fait que la nicotine est un poison. La stratégie des cigarettiers a été reprise par l'industrie du sucre et de l'amiante. Elle est encore appliquée pour le réchauffement climatique, les perturbateurs endocriniens ou les pesticides. La justice joue un rôle majeur dans le dévoilement de la vérité. L'avocat François Laforgue, qui a défendu les victimes de l'amiante et aujourd'hui celles des pesticides, nous le confirme. Dans les deux cas, les victimes de l'amiante et les victimes de pesticides, il y a des similitudes, la désinformation organisée par les fabricants. Et notamment ce qu'on appelle l'usage contrôlé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger si on utilise correctement le produit. C'est le message véhiculé à la fois à l'époque par les fabricants de produits à base d'amiante et aujourd'hui par les fabricants de pesticides. Or, on se rend compte que les conditions d'utilisation de ces produits ne garantissent pas la sécurité des personnes. L'idée qu'un produit bien utilisé est sans danger, eh bien cette idée est aussi défendue par nos autorités, pourtant chargées de notre protection. Effectivement, nous considérons que le glyphosate ne représente ni danger ni risque, ni pour l'environnement, ni pour la population. Donc finalement, les rapports de l'OMS, du CIRC, vous n'en tenez pas compte ? Alors on se base sur d'autres agences, d'autres rapports d'agences comme celle de l'EFSA, qui en fait établissent que le glyphosate, dans les conditions d'utilisation préconisées, ne représente pas de danger pour la santé de la population. Ça veut dire que souvent, les politiques nient les évidences scientifiques, ou est-ce qu'eux-mêmes se font prendre dans des stratégies qui leur échappent ? Les politiques sont en quelque sorte soumis à l'avis de leurs agences réglementaires. Et donc, si leurs agences réglementaires disent qu'il n'y a pas de problème, c'est compliqué pour un politique d'aller à l'encontre de cet avis. Donc en fait, toute la question, finalement, elle repose sur la manière dont les agences réglementaires fonctionnent en Europe et ailleurs dans le monde. C'est intéressant parce qu'en fait, on a un petit peu un raisonnement autoritatif. C'est-à-dire que les politiques, quand on leur dit « mais vous laissez ces produits être mis sur le marché », eux, ils se disent « ah mais non, mais c'est la science qui nous dit de faire ça ». En réalité, c'est pas la science, c'est les agences réglementaires. Et les agences réglementaires, elles appliquent des lois qui ont été votées par des politiques. Donc, en fait, on n'en sortira jamais. Sur le terrain, le glyphosate est toujours utilisé puisqu'il est toujours autorisé. C'est même le pesticide de synthèse le plus utilisé au monde, avec plus de 800 000 tonnes par année. En Suisse, si le recours au glyphosate a diminué ces dernières années, on en utilise encore 125 tonnes. Concrètement, voici un champ en train d'être passé au glyphosate. Il est encore vert. 2 semaines plus tard, voilà à quoi il ressemble. Nicolas Pavillard nous ouvre ses portes. En tant qu'agriculteur, il aime sa terre. C'est pourquoi il ne la laboure plus, car labourer, c'est mauvais pour le sol. Et c'est donc pourquoi il a besoin de glyphosate. Cet herbicide total lui permet justement de semer sans labourer. Il nous explique. Alors l'effet du glyphosate, vous le voyez à quoi ? Vous voyez là, les plantes commencent à jaunir. On voit il y a des plantes un peu plus
Celles-là, elles sont encore un peu vertes, ça commence. Puis là, l'effet est déjà bien avancé. On voit, elle est en train de mourir, la plante. Mais pourquoi utiliser ce produit, puisqu'en fait, vous disiez que vous pourriez faire sans? Alors oui, on peut faire sans. Par contre, quand on a trop de mauvaises herbes présentes, on est obligé de travailler mécaniquement le sol. Et en travaillant mécaniquement le sol, on va perturber la vie du sol et les vers de terre et réduire leur nombre par nos interventions, le labour, etc., quoi. Donc en fait, c'est du poison pour l'herbe, mais pas pour le reste du sol. C'est le principe d'un herbicide, justement, c'est d'attaquer que l'herbe et puis de ficher la paix aux vers de terre. Nous verrons qu'en réalité, les vers de terre ne raffolent pas du glyphosate. D'autant que se passer du labour et du glyphosate, c'est possible, notamment par la technique du scalpage. C'est ce qu'a réussi ce groupe d'innovateurs. Ces agriculteurs bio ont renoncé à tout pesticide de synthèse. Et pour ne pas perturber les strates de la terre, ils ne labourent pas. C'est cette machine qu'ils ont adoptée qui le permet. C'est un peu meilleur, non? C'est très important d'être le moins profond possible. Donc on mesure pour être à 2-3 maximum centimètres. Et puis après on vérifie en écartant la régularité et de la profondeur du travail, quoi. Les dernières machines arrivées sur le marché permettent d'être très peu profond. La technologie a permis de trouver des solutions pour être le moins profond possible. Donc c'est innovant. C'est l'alternative pour les agriculteurs biologiques de désherber sans glyphosate. Ce qu'on cherche, c'est une terre avec une bonne odeur finalement. Quand une terre sent pas bon, vous imaginez la vie du sol qui doit habiter dedans. Retour chez Nicolas Pavillard. Sa machine est en train de semer des graines de tournesol directement sur son champ glyphosaté. Sans labour donc, toujours dans cette optique de préserver le sol. Et là, nouvel étonnement. Alors, là, je vais vous montrer ce qu'on sème. Alors, là, vous pouvez voir, c'est des graines de tournesol. Bleu? Ouais, elles sont enrobées avec un fongicide. Ce qui est étonnant pour nous publics, on est non spécialistes, vous nous dites, voilà, je viens de semer des graines de tournesol, puis elles sont bleues. C'est étrange. Oui, alors nous, nous on a l'habitude, c'est vrai que on a l'habitude que nos graines de tournesol soient bleues ou oranges, mais... Et puis le fongicide, il devient quoi? Il reste dans le sol? Alors, il reste autour de la graine pour la protéger au moment de la levée. Est-ce qu'on sait les conséquences, mais les effets sur la terre? Alors, le fongicide, il se dégrade. Je ne suis pas spécialiste de la dégradation des produits, mais s'il est homologué, on fait confiance à l'homologation. C'est des choses qui ont été étudiées. L'étude des sols, c'est justement la spécialité du professeur Édouard Mitchell. Et ces graines bleues, il ne les voit pas d'un bon œil. Alors si elles sont bleues, c'est probablement qu'elles sont enrobées de pesticides de synthèse. Et donc, son effet va se rajouter à celui de l'herbicide, à celui du glyphosate. Et plus on rajoute de différents composés, en particulier si vous avez un herbicide et un fongicide, cet effet cocktail-là va avoir un impact majeur sur les organismes vivants. Ces paysans le font de bonne foi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils le font de bonne foi parce qu'on leur dit que c'est correct. On leur a enseigné de travailler comme ça. Ils obéissent aux normes, ils suivent les recommandations des fabricants. Donc pour eux, ils font tout juste. Alors, utiliser du glyphosate pour éviter le labour, est-ce la bonne solution pour la terre? L'impact négatif du glyphosate l'emporte très certainement sur le labour. Le fait de mettre du glyphosate, vous ajoutez en fait un pesticide à large spectre qui a un impact non seulement sur les plantes mais aussi sur les animaux. Par exemple, les vers de terre sont affectés par le glyphosate, donc ça va diminuer leur activité. Les vers de terre, c'est ce qu'on voit, mais il y a tout ce qu'on ne voit pas. Dans une seule poignée de terre, il y a des milliards d'organismes vivants. Tous ces organismes vivants contribuent à créer ce qu'on appelle la structure du sol. Et ça, c'est fondamental. C'est un élément fondamental dans la conservation des sols, dans la fertilité des sols. C'est la base de la vie. Absolument. Il faut savoir que 95% de notre alimentation à l'échelle planétaire dépend de sols fertiles.
Le maintien à long terme de la fertilité des sols est totalement incompatible, à mon avis, avec l'utilisation des pesticides de synthèse. C'est une aberration. Après l'interminable controverse autour du glyphosate, voici l'histoire du chlorothalonil qui contamine nos cours d'eau. Produit phare de Syngenta ChemChina, c'est un des fongicides les plus utilisés dans l'agriculture depuis des décennies. Déclaré cancérigène probable par l'Europe et la Suisse, il a été interdit en janvier 2020. Le problème, c'est qu'en Suisse, on en retrouve de plus en plus. Tout le plateau est touché. 30% des sources contiennent des résidus de ce fongicide. Ainsi, 1 million de Suisses boivent de l'eau qui n'est pas aux normes. Dans le canton de Vaud à Thierrens, la source principale du village qui alimente Lausanne a dû être fermée. Christian Forestier est agriculteur. Ses champs recèlent des sources. Il est très inquiet. Si j'utilise certains produits, il y a des risques potentiels de ruissellement, donc de polluer les eaux. J'ai 5 sources sur mes terres, 4 sources qui appartiennent à des collectivités et une source privée. Donc vous avez Ça représente à peu près 15% de ma surface où il y a des risques potentiels. Donc vous avez une sacrée responsabilité. Oui. Oui. C'est lourd à porter? Oui. Oui, clairement oui. Pourquoi? J'entends, il y a des gens qui boivent cette eau. Il a donc décidé de passer au bio en 2010. Tout le problème, c'est que le chlorothalonil se dégrade très lentement. Ce fongicide qu'il a sulfaté il y a des années pour ses cultures de pommes de terre se décompose sous forme de métabolites qui, elles aussi, sont toxiques et se retrouvent dans nos sols, nos sources et dans l'eau que l'on boit. Est-ce que ça vous préoccupe de savoir qu'on retrouve des métabolites de chlorothalonil dans 30% du plateau suisse? Oui, ça me préoccupe. Clairement. Mais j'ai pas la solution. Et ça veut dire quoi pour vous, en tant que paysan? Je ne sais pas quoi vous répondre là, c'est piège. C'est pas à moi de juger de ça. C'est ça, toute la tragédie des agriculteurs. Ce n'est pas à eux de décider. C'est aux politiques à faire les choix qui s'imposent. Dans ce contexte, en mars dernier, le président de la Confédération fait une déclaration surprenante. Mais il faut être clair, l'eau potable en Suisse est d'une qualité irréprochable. Pourtant, ce n'est pas ce que nous a dit l'Office de la sécurité alimentaire, où il est question d'eau contaminée. Le chlorothalonil et ses métabolites, les métabolites du chlorothalonil se retrouvent dans l'eau. C'est ça le problème principal actuel? Actuellement, c'est notre urgence, oui, c'est notre priorité. Alors justement, concernant le chlorothalonil, est-ce que ce produit est actuellement interdit? Ce produit est actuellement interdit. Il a été retiré du marché par l'Office fédéral d'agriculture. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Non, je ne peux pas m'exprimer à ce sujet car notre office est en litige avec Syngenta. Pour quelle raison? Je ne peux pas m'exprimer à ce sujet. En effet, Syngenta, le fabricant désormais chinois du chlorothalonil, a recouru devant les tribunaux et réduit la Confédération au silence. Impossible d'obtenir une interview de Syngenta ChemChina. Nous avons dû nous contenter d'un courriel. Voici l'essentiel de leur réponse. La plainte porte sur les actions des autorités et non sur le produit lui-même. Toujours est-il que le chlorothalonil est interdit en Suisse et considéré comme cancérigène probable par l'Agence européenne de sécurité alimentaire. De son côté, Christian Forestier n'est pas dupe quant au réseau d'influence qui induisent ces messages contradictoires. L'eau potable en Suisse est d'une qualité irréprochable. Est-ce qu'il ne veut pas voir la réalité? Vous êtes journaliste, vous savez exactement comment ça fonctionne
au niveau politique, au niveau fédéral, au niveau des lobbies, au niveau de tout ce qui existe dans ce pays. Donc moi, personnellement, M. Parmelin, il fait son boulot. Je ne suis pas obligé de prendre position sur ce qu'il a dit sur cette vidéo, mais clairement, on ne peut pas me dire, d'un côté, il n'y a pas de problème, l'eau est irréprochable, puis d'un autre côté, le municipal des eaux de Lausanne me dit, écoutez, je dois vous informer qu'on a des problèmes de chlorothalonil. Là, tiens, il y a un discours politique qui ne va pas. Le responsable de l'eau à Lausanne tient un tout autre discours que le président de la Confédération. Ce municipal libéral radical a stoppé la source de Thierrens devenue inutilisable. Et ce n'est pas la seule. Cela correspond à 35 000 robinets de la région lausannoise. Donc c'est très important, c'est 20% de nos sources qui ont dû être détournées, c'est 5% de l'ensemble de l'eau utilisée par l'agglomération lausannoise. Parce que finalement, c'est quoi le danger du chlorothalonil? Alors le danger du chlorothalonil, tel qu'il a été défini au niveau de l'Union européenne et en Suisse, même si une procédure est toujours en cours, c'est qu'on considère que ce produit et ses métabolites sont cancérigènes. C'est quand même pas rien quand on sait l'impact que cela peut avoir sur la santé des personnes. L'eau, c'est le premier aliment. Et pour le moment, à part couper les sources ou les diluer avec l'eau du Léman, il n'existe pas encore de solution pour se débarrasser des métabolites du chlorothalonil. De plus, ce n'est pas la seule substance problématique. Au téléphone, vous m'aviez dit « Nous avons tous les ingrédients pour faire un film d'horreur ». Oui, je pense qu'on n'est qu'au début d'une démarche où on trouve de nouvelles substances, des substances qui se modifient, dont on n'imaginait pas qu'elles pouvaient produire autant de sous-produits. Et une fois que ces sous-produits entrent dans nos ressources, eh bien, ils menacent la confiance de la population dans l'eau du robinet. Ça serait véritablement une catastrophe. Une catastrophe, et c'est peut-être du déjà-vu, mais en bien pire. Souvenez-vous du DDT, utilisé à outrance pendant les années 50 et 60 pour augmenter la productivité. Le hic, c'est que cet insecticide avait des effets secondaires inattendus. S'il tuait bien les nuisibles, il tuait également les oiseaux. Dès les années 70, le DDT est progressivement interdit. Pourtant, on en retrouve encore dans les sols. Depuis, de nouvelles substances ont été créées. Le gros problème, c'est que bien qu'on en utilise moins, les nouveaux insecticides sont des milliers de fois plus toxiques que le DDT. C'est le cas en particulier des néonicotinoïdes, la nouvelle famille des insecticides systémiques, c'est-à-dire totales. Neurotoxiques, ils s'attaquent au système nerveux. En voici le principe. Les graines sont directement enrobées par l'insecticide. Ainsi, la substance se répand dans la plante au fur et à mesure qu'elle grandit et toute la plante devient un insecticide pour toute la durée de sa vie. Donc, tout le champ devient pesticide, l'ensemble du paysage devient pesticide et l'essentiel de l'insecticide reste dans les sols. Aujourd'hui, des études le montrent, on retrouve des néonicotinoïdes partout. Dans les miels, les ailes des oiseaux, les poissons, dans nos cheveux et même jusque dans nos cerveaux, comme l'a montré Édouard Mitchell, co-auteur d'une étude récente. Pour nous, c'était important de faire cette étude parce qu'on a pu démontrer que les néonicotinoïdes que nous ingérons passent dans le sang et du sang peuvent passer dans le cerveau. Et comme c'est des neurotoxiques, eh bien, on a maintenant la démonstration que ces produits peuvent atteindre le cerveau de l'enfant, de l'adulte aussi, mais également de l'embryon. Ce ne sont que des quantités infimes, mais rappelez-vous, elles ont suffi à détruire 75% de la biomasse des insectes volants. Dans le même temps, plus de la moitié des oiseaux dans les plaines agricoles ont disparu. Cette hécatombe coïncide justement avec l'utilisation massive des néonicotinoïdes. Après plus de 20 ans de combat, les apiculteurs et la communauté scientifique ont finalement obtenu que 3 principaux néonicotinoïdes soient interdits, mais de nombreux autres sont encore autorisés. C'est le principe depuis le début finalement des pesticides de synthèse, l'histoire se répète. Une molécule est mise sur le marché, elle est utilisée, elle est présentée comme une solution miracle, et puis petit à petit on se rend compte qu'elle pose problème, donc on va l'interdire, mais entre-temps l'industrie en amène des nouvelles.
Et le cycle se répète, et se répète, et se répète. On a toujours un temps de retard. Exemple d'un néonicotinoïde récemment interdit en Suisse, le gocho, utilisé massivement pour le tournesol ou la betterave pendant 30 ans. Aujourd'hui, son interdiction pose un sérieux problème à Nicolas Vincent, président des betteraviers romans. Ça, c'est des graines de betterave, semences de betterave. Et aujourd'hui, ces graines sont plus enrobées de gaucho. Ça a été interdit et surtout qu'on n'a pas de solution de substitution qui est efficace. Parce que avec cet enrobage qu'on nous a interdit, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un insecticide de pulvérisation. Et puis pour arriver à cibler le moment juste où il y a le vol de pucerons, c'est très très difficile. Donc votre travail devient beaucoup plus compliqué. Notre travail devient beaucoup plus compliqué et ça devient très très compliqué à faire de la betterave sans cet insecticide systémique, sans ce gocho. C'est plus compliqué, c'est aussi plus cher. Mais la betterave bio, c'est possible. Un groupement d'agriculteurs convertis au bio a trouvé une solution pour cultiver de la betterave sans néonicotinoïdes grâce à cette machine. Nous, ce qu'on essaye, c'est de mettre en place une betterave qui est déjà plus âgée et plus résistante aux attaques de l'extérieur, que ce soit insectes piqueurs, limaces ou même froid. Donc on va la planter. On a des plantons où la betterave a déjà 4 à 6 feuilles qui sont humides et prêts à être déposées dans le sol. Vous avez utilisé à un certain moment des néonicotinoïdes? Alors j'ai été producteur de betterave longtemps avec des produits contenant des néonicotinoïdes, tout à fait, oui. Et pourquoi vous avez changé? Parce que comme beaucoup de choses, on passe en bio parce qu'on veut s'éloigner de ces produits qui sont quand même toxiques. Ça se répandait dans la nature. Et on retrouve des molécules de produits qui ont été interdits il y a une vingtaine d'années en Suisse. Donc elles sont toujours là. Ce qui était dit, c'est qu'elles étaient biodégradables. Alors en théorie, elles devraient avoir disparu. Ouais. On vous a menti? Alors je ne sais pas si on peut dire qu'on nous a menti, mais maintenant on ne peut plus dire qu'on ne savait pas. Depuis des années, Stéphane Foucard se penche sur les problèmes soulevés par les néonicotinoïdes. Il leur a consacré un livre qui fait référence. Si on essaye de regarder et de chiffrer les choses, il y a une étude qui est sortie en 2019 et qui a essayé de savoir quelle a été l'évolution entre 1992 et 2014 de la toxicité de l'agriculture américaine pour les abeilles. En se référant donc à un animal modèle qui est l'abeille domestique. Et les chercheurs trouvent que la toxicité de l'agriculture américaine a été multipliée par 48 entre 1992 et 2014. Donc ce n'est pas une augmentation de 20 ou 30%, ou même un doublement. C'est une multiplication par 48. C'est-à-dire que là où les produits qu'on utilisait en 1992 tuaient une abeille, eh bien, les produits qu'on utilise en 2014, ils en tuent 48. Même le terme de catastrophe n'est pas approprié parce qu'il est trop faible. De tous les problèmes environnementaux, moi, c'est ce qui est, je trouve, le plus inquiétant finalement, avec le changement climatique. Mais le changement climatique se déroule sur des échelles de temps qui, on l'espère, permettront aux sociétés humaines de s'adapter. En tout cas, on espère qu'elles puissent le faire. Mais là, on est sur des échelles de temps qui sont complètement différentes. C'est-à-dire en quelques années, un effondrement de cette magnitude, c'est quelque chose qui est absolument inouï. Cette réalité fait partie des savoirs dits inconfortables, tout comme le réchauffement climatique ou l'effondrement de la biodiversité. Il ne suffit pas seulement de tirer une sonnette d'alarme en disant « il y a des maladies chroniques, nos enfants ont des cancers », la biodiversité s'effondre. Ça remet tellement en cause le système en place qu'en fait, il faut, à mon avis, à partir de ces connaissances-là, on décide de réagir et on revoit l'ensemble de notre système de production agricole. Et on protège les agriculteurs, on protège les riverains et on protège notre santé collective à tous. Cette révolution a eu lieu. Ici, à Auvergnat, dans le canton de Neuchâtel, presque tous les domaines viticoles sont passés au bio.
c'est-à-dire qu'ils ne traitent plus qu'avec des produits naturels comme les traditionnels cuivre et soufre. Ils font même des essais avec du petit lait et de la prêle. Jean-Denis Perrochet a d'ailleurs convaincu son cousin Benoît de Montmolin à faire le pas. Le fait qu'ils nous aient traité cette première ligne avec des produits naturels, on a vu que chez nous, sur notre territoire, alors qu'on est à quelques mètres de distance, ça marche. Et les années d'après, on a développé ça. Et puis voilà, d'abord on a passé une parcelle, 2, 3, et au final, ça marche très bien. C'est toujours la même chose. Quand il y en a un qui commence, on se dit... Alors il y a des gens qui disent il est fou. Et puis après, je pense à notre collègue du haut du village, là, Henriot, on a dit mais il est un peu fou. On doit changer de façon de voir, on doit quelque part se dire oh mon Dieu, je me suis peut-être trompé pendant longtemps, maintenant je vais changer. C'est ce qu'on fait, c'est ce que j'ai fait avec mon cousin. Parce que c'est important d'avoir l'expérience de quelqu'un. Mais c'est fondamental pour casser cette crainte de l'inconnu. Parce que je comprends que si on s'asseye sur de la chimie de synthèse pour protéger ses plantes, ses cultures, sa nourriture, eh ben, qu'on dit on arrête, eh ben, on a peur que ça lâche. Nous qui avons fait le pas, nous devons aider celui-là qui veut faire le pas maintenant. On doit avancer ensemble et c'est ensemble qu'on y arrivera. C'est pas en restant tout seul dans son coin et en disant ça marche pas. Jean-Denis Perrochet, lui, qui a utilisé des produits de synthèse, regrette leurs conséquences dévastatrices sur la nature. Et il est envahi par l'émotion quand on évoque la disparition des oiseaux. Le matin, en se levant au printemps, on ouvrait la fenêtre, puis on avait ce chant des oiseaux qui était fort, qui était émouvant. Et puis maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, on les entend plus. On a foutu en l'air, on est en train de foutre en l'air la planète. Et on ne peut pas l'admettre. Et ça, je trouve que c'est horrible. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se font du fric là-dessus. C'est uniquement pour ça qu'on ne veut pas l'admettre. Et je trouve que c'est terrible pour se dire que ceux qui viendront après, mais ils ne connaîtront pas ce que j'ai connu. Ils en connaîtront d'autres, puis on espère qu'on arrivera à récupérer la chose. Mais il faut qu'on agisse. Je dois agir maintenant. Agir maintenant. Mais comment les jeunes générations vont-elles pouvoir se soucier de ce qui aura peut-être disparu des mémoires? C'est quoi qui... Ça fait comme une trompette. Moi, il était droit, il n'était pas couché celui-là, essaye voir.